La ville d'Aiglemont ne dort jamais vraiment, mais pour un milliardaire comme Damian Blackwood, son silence nocturne est une denrée rare. Il le recherchait dans le restaurant le plus exclusif de la ville, non pas pour la nourriture, mais pour le calme. Pourtant, à la dernière heure d'un mardi, il trouva quelque chose de bien plus précieux. Ce n'était pas sur le menu. C'était une serveuse, recroquevillée sous une unique lampe de service dans la salle à manger déserte. Son uniforme était froissé, son visage gravé par l'épuisement, et elle dévorait un manuel universitaire sur l'évaluation des entreprises. Il l'observait depuis l'ombre, fantôme dans son propre monde de pouvoir, tandis qu'elle griffonnait des notes frénétiques dans un cahier à spirale bon marché. Qui était cette femme qui se battait avec la théorie financière à 2 heures du matin au milieu des fantômes de repas gastronomiques? Il ne connaissait pas son nom, mais à cet instant, il sut qu'il devait le découvrir. L'air dans le lanternon doré était épais des fantômes de la journée. Les senteurs persistantes de coquilles Saint-Jacques poêlées, d'huile de truffe et de parfums coûteux se mêlaient à l'odeur âcre et propre du savon industriel. Il était 1h47 du matin et Gabriella Rossi était à genoux, frottant une tache de vin tenace sur le tapis perçant de la salle à manger privée numéro 3. Ses muscles hurlaient leur protestation, un refrain familier qui la berçait jusqu'au sommeil la plupart des nuits. Le service de 12 heures avait été brutal. Le dîner d'anniversaire d'un politicien exigeant, une table de capital risqueur célébrant un rachat, et le défilé habituel de l'élite d'Aiglemont qui la voyait à peine plus que comme un élément fonctionnel du décor. Son corps était épuisé, mais son esprit était une ruche d'activité frénétique. Cachée dans son casier se trouvait sa vraie vie, celle qui commençait après que la dernière assiette ait été polie et la dernière nappe pliée. C'était une vie mesurée en chapitres et en études de cas, en comptes de profits et pertes, dans les théories denses et intimidantes d'hommes qui avaient bâti des empires. Finalement, la tâche disparut. Avec un grognement, Gabriella se releva péniblement, son reflet, une étrangère fatiguée dans l'acajou poli d'un poste de service voisin. Des cernes sombres et là sombraient ses yeux bruns déterminés. Elle termina ses tâches de fermeture en pilote automatique, ses pensées déjà tournées vers le chapitre 9, l'analyse des flux de trésorerie actualisés. Dans la salle à manger principale, sous le lustre caverneux et obscurci, une seule lampe de service tamisée projetait une flaque de lumière solitaire sur une petite table. C'était son sanctuaire. Elle récupéra son sac dans son casier, en sortit un exemplaire usé du « Petit livre de l'évaluation » d'Aswad Damodaran et un cahier à spirale rempli de son écriture nette et concise. Pendant l'heure qui suivit, elle n'était pas Gabi la serveuse, la fille qui pouvait réciter sans faille les accords mévins du menu dégustation. Elle était Gabriella Rossi, étudiante de l'industrie, apprentie de géant qu'elle ne rencontrerait jamais. Elle se perdit dans la danse complexe des chiffres et des projections. Le monde du lanternon doré, avec sa civilité griffue et ses hiérarchies tacites, se dissolvait. Ici, dans les pages de ce livre, les règles étaient différentes. Elles étaient logiques, brutales et justes. La valeur se gagnait, se calculait et se défendait. Elle n'était pas héritée ou conférée par le statut social. C'était une langue qu'elle était désespérée de maîtriser. La quincaillerie de son père, un héritage familial de 3 générations, avait été dévorée par un grand magasin de bricolage 3 ans auparavant. Ce n'était pas un échec de cœur ou de travail acharné, mais un échec de langage. Il n'avait pas compris le vocabulaire du capital moderne, de l'effet de levier et de l'échelle, et cela lui avait tout coûté. Gabriella avait juré qu'elle ne serait jamais aussi vulnérable. Depuis le coin le plus sombre du restaurant, dans une banquette protégée par un grand paravent décoratif, Damian Blackwood l'observait. Il n'avait pas eu l'intention de rester si tard. Une acquisition de plusieurs milliards d'euros dans le secteur de la technologie avait été finalisée cet après-midi-là, et tandis que son équipe célébrait avec du champagne et des rires bruyants, Damian avait cherché la solitude. Les célébrations lui semblaient creuses. Il pensait toujours au coup suivant, à la prochaine vulnérabilité, à la prochaine opportunité. Il avait renvoyé son chauffeur 1 heure plus tôt, se contentant de s'asseoir avec un verre de Macallan 25 intact, le liquide ambré captant la faible lumière. Il était sur le point de partir quand il a vu la serveuse. Il la reconnaissait vaguement de ses dîners occasionnels ici. Efficace, silencieuse, invisible, les marques d'un excellent service. Mais c'était une femme différente. Il regarda, intrigué, alors qu'elle installait sa salle d'études improvisée. Il s'attendait à un roman, peut-être un magazine. Au lieu de cela, il vit la couverture distinctive du texte de Damodaran. Il l'avait lu lui-même en premier cycle à Wharton. Ce n'était pas une lecture légère. C'était un manuel technique dense pour les prédateurs et les bâtisseurs financiers. Son front était plissé par la concentration, son stylo grattant furieusement sur la page. Elle ne se contentait pas de lire, elle luttait avec le matériau. Elle lisait un paragraphe, puis fermait les yeux, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle traitait le concept, l'appliquant,
il le devinait, à un modèle mental qui lui était propre. La plupart des gens dans son monde avaient des diplômes d'universités prestigieuses et des CV polis par des stages chez Goldman Sachs ou MC Kinsey. Ils avaient le jargon, mais peu possédaient vraiment la fin dont il était témoin maintenant. C'était de l'ambition brute, pure. C'était le genre de motivation qui ne pouvait pas être enseignée dans un amphithéâtre. Elle était forgée dans la nécessité, dans le désespoir silencieux de 2 heures du matin, après un service écrasant. Il aurait pu partir. Il aurait dû partir. Ce n'était pas ses affaires. Mais Damian Blackwood n'avait pas bâti son empire, Blackwood Industries, en ignorant les anomalies. Et celle-ci était fascinante. Pendant 20 minutes, il resta parfaitement immobile, observateur invisible de son éducation solitaire. Il la vit réprimer un bâillement, secouer la tête pour dissiper le brouillard de la fatigue et replonger dans une formule complexe, son doigt traçant l'équation comme si c'était une ligne de texte sacré. Une idée commença à se former dans son esprit, une étincelle de stratégie non conventionnelle qui avait si souvent été la clé de son succès. Il décida de laisser une piste. Plongeant la main dans sa veste, il sortit son stylo-plume personnel. C'était un Mont-Blanc fait sur mesure, son corps fabriqué en obsidienne polie, et son clip orné d'une petite abeille discrète. C'était un stylo qui avait signé des contrats valant plus que le PIB de petits pays. Alors qu'elle rangeait ses livres, ses mouvements lourds de fatigue, il attendit. Elle jeta son sac sur son épaule, jeta un dernier regard à la salle à manger et se dirigea vers la sortie du personnel. Une fois qu'elle fut partie, Damian sortit de l'ombre. Il se dirigea vers la table où il avait été assis plus tôt et plaça le stylo carrément au centre de la table, parfaitement parallèle au bord. Il connaissait le protocole. Le directeur de fermeture ferait une dernière ronde. Le stylo serait trouvé. Les images de sécurité seraient vérifiées pour identifier le propriétaire de la table. Il saurait que lui, Damian Blackwood, avait été là. Il supposerait qu'il avait oublié. Mais ce que la serveuse ferait ensuite serait le véritable test. Le rendrait-elle? Son directeur appellerait-il son bureau? Ou quelque chose d'autre se produirait-il? Il ne le savait pas, mais l'incertitude était exaltante. Avec un dernier regard sur la table vide où elle avait étudié, il sortit dans l'air frais d'avant l'aube d'Aiglemont, le bourdonnement de la ville une promesse silencieuse de la journée intéressante à venir. Le cri strident du réveil de Gabriella à 7 heures du matin fut ressenti comme une agression physique. 4 heures de sommeil était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre de sauter, mais ce n'était jamais suffisant pour effacer la fatigue profondément ancrée dans ses os. Elle accomplit sa routine matinale dans un brouillard, son petit studio étant un témoignage d'une vie vécue en marge. Des manuels scolaires étaient empilés sur le sol, ses uniformes de serveuse pendaient soigneusement près de la porte, et l'air sentait le café rassis et le pop-corn de micro-ondes. Son esprit, cependant, était déjà en ébullition, rejoignant les formules de la valeur intrinsèque, les chiffres formant une superposition fantomatique sur sa vision alors qu'elle beurrait une tranche de pain grillé. Son téléphone vibra. C'était un texto de son directeur au lanternon doré, Richard. « Gabi, j'ai besoin que tu viennes à 10 heures. Ne sois pas en retard. Nous devons parler dans mon bureau. » Un nœud froid d'angoisse se forma dans son estomac. Une convocation à 10 heures n'était jamais une bonne nouvelle. Ce n'était pas une demande pour couvrir un service. C'était un ordre. Avait-elle fait quelque chose de mal? Un client s'était-il plaint? Son esprit parcourut la nuit précédente. La femme du politicien avait été particulièrement exigeante, mais Gabi était sûre d'avoir maintenu son sang-froid professionnel. Peut-être avait-elle mal calculé une addition. Dans un endroit comme le Lanternon Doré, une petite erreur pouvait être un motif de licenciement. La pensée de perdre son emploi provoqua une vague de panique en elle. Les pourboires étaient sa bouée de sauvetage, la seule chose qui la maintenait à flot pendant qu'elle payait ses cours de commerce en ligne et envoyait de l'argent à ses parents. Elle s'habilla avec soin, choisissant un chemisier noir simple et un pantalon, sa tenue sérieuse. Elle ressentit une ironie amère dans le fait qu'elle était sur le point d'être réprimandée, ou pire, licenciée du travail même qui alimentait ses rêves de s'en échapper. En arrivant au restaurant à 9h55, elle trouva l'atmosphère tendue. Richard, un homme dont l'expression de base était un froncement de sourcils perpétuellement stressé, semblait encore plus agité que d'habitude. Il la fit entrer dans son bureau exigu sans un mot, fermant la porte derrière eux. « Gabriella, » commença-t-il, sans aucune amabilité. « Hier soir, après ton départ, j'ai fait ma dernière ronde. Un stylo a été trouvé à la table 12. Un stylo très cher. » L'esprit de Gabriella se vida. Un stylo, elle était convoquée pour un stylo perdu. Richard continua, sa voix basse et conspiratrice. « Nous avons vérifié les images de sécurité pour voir qui était à la table. Gabriella. C'était Damian Blackwood.
Le nom la frappa comme un coup physique. Damian Blackwood. Même dans son monde, à des années-lumière du sien, le nom était une légende. Blackwood Industries était un monstre, ses tentacules s'étendant de la technologie et de la logistique au capital investissement. Blackwood lui-même était une énigme, un titan impitoyable de l'industrie, notoirement privé. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles il dînait parfois au restaurant, mais elle ne l'avait jamais sciemment servi. « Il était à l'une de mes tables ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Elle avait servi une douzaine de tables la nuit dernière. « Non, » dit Richard en secouant la tête. Il était dans la banquette du coin, celle avec le paravent. Il est resté des heures. Il a laissé le stylo sur la table. Nous avons appelé son bureau ce matin. Procédure standard pour un objet de grande valeur perdue. Son assistante a été très spécifique. Elle a dit que M. Blackwood n'était pas intéressé par le stylo. L'angoisse dans l'estomac de Gabriella se resserra. Cela devenait de plus en plus étrange. Richard se pencha en avant, les yeux écarquillés. Elle a dit que M. Blackwood était intéressé par la serveuse qui étudiait dans la salle à manger après son service. Gabriella sentit le sang quitter son visage. Il l'avait vue. La pensée était mortifiante, elle dans son état d'épuisement, avec son cahier bon marché, un manuel de seconde main. Elle se sentit exposée, comme une imposture. Que devait penser un homme comme lui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Balbutia Gabriella. Elle a dit qu'une voiture serait là à 10h30 pour venir te chercher et t'emmener au siège de Blackwood Industries. Richard la regarda comme si une deuxième tête lui avait poussé. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit, Gabriella. Mais pour l'amour de Dieu, ne fais rien qui puisse embarrasser le restaurant. Elle était dans un état second. Elle sortit du bureau de Richard et se tint près de l'entrée principale du restaurant, son esprit un tourbillon de confusion et de peur. Pas licencié, donc. C'était autre chose, quelque chose de bien plus intimidant. À 10h30 précise, une berline noire étincelante, une Bentley Mulsanne, s'arrêta en douceur au bord du trottoir. Elle était si silencieuse qu'elle semblait s'être matérialisée de nulle part. Les vitres étaient teintées d'un noir impénétrable. Un chauffeur en costume impeccable sortit, ouvrit la portière arrière et la regarda directement. « Mademoiselle Rossi ?» demanda-t-il, sa voix polie mais ferme. Engourdie, elle hocha la tête. La courte marche de la porte du restaurant à la voiture lui parut 1 kilomètre. Alors qu'elle se glissait sur le cuir incroyablement doux de la banquette arrière, la portière se referma avec un bruit sourd et définitif, l'isolant du monde qu'elle connaissait. La voiture s'éloigna du trottoir avec une grâce douce et puissante. La traversée d'Aiglemont était surréaliste. Elle vit les rues familières de son quartier laisser place aux pelouses manucurées et aux demeures majestueuses du quartier financier, et enfin au canyon d'acier et de verre étincelant du secteur des entreprises. La Bentley naviguait dans le trafic avec une autorité sans effort, les autres voitures semblant s'écarter pour elle. Ils s'arrêtèrent devant un gratte-ciel qui perçait les nuages, un monument de verre noir et d'acier. Sur la façade, en lettres subtiles et élégantes, on pouvait lire « Blackwood Industries ». Le chauffeur l'escorta à travers le hall d'entrée, un espace caverneux de marbre et d'art moderne qui ressemblait plus à un musée qu'à un immeuble de bureau. L'air vibrait d'une énergie calme et concentrée. Des gens en costume impeccablement taillés se déplaçaient avec détermination, leurs visages empreints d'expressions sérieuses. Gabriella, dans son simple chemisier, se sentait totalement et complètement déplacée. Elle serrait sa sacoche en cuir usé, qui contenait le manuel même de la nuit précédente, comme si c'était un bouclier. Ils ne s'arrêtèrent pas à un bureau d'accueil. Le chauffeur la conduisit directement à un ascenseur privé. Il utilisa une carte clé, et l'ascenseur monta à une vitesse vertigineuse, les numéros d'étage défilant. Il s'ouvrit directement sur une zone de réception où une femme pleine d'assurance avec un casque d'écoute était assise derrière un immense bureau en chêne. « Mademoiselle Rossi », dit la femme avec un sourire exercé et impersonnel. « Monsieur Blackwood va vous recevoir maintenant. » Elle désigna une paire de portes doubles qui semblaient incroyablement grandes. Le cœur de Gabriella battait la chamade contre ses côtes. Ses paumes étaient moites de sueur. C'était le moment. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et poussa les portes. Le bureau était plus grand que tout son appartement. Un mur entier était une baie vitrée du sol au plafond, offrant une vue à couper le souffle, quasi divine, sur la ville en contrebas. Le mobilier était minimaliste et moderne, conçu pour la fonction, pas le confort. Et là, debout près de la fenêtre, le dos tourné, se tenait Damian Blackwood. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Il se retourna lentement. Son visage était net et anguleux, avec des yeux gris intenses qui semblaient voir à travers elle.
Il n'y avait aucune chaleur dans son expression, seulement une intelligence froide et calculatrice. « Mademoiselle Rossi, dit-il, sa voix un baryton grave et autoritaire qui remplissait le vaste espace. Merci d'être venue. Je vous en prie, asseyez-vous. » Il désigna une unique chaise placée au centre de la pièce, face à son bureau. Cela ressemblait moins à une invitation qu'au début d'un interrogatoire. Gabriela s'assit, le dos droit comme un piquet, plaçant soigneusement sa sacoche sur le sol à côté d'elle. Le cuir de la chaise était froid et rigide. Le silence dans la pièce était immense, rompu seulement par le faible bourdonnement lointain de la ville bien en dessous. Damien Blackwood se déplaça de la fenêtre à son bureau, mais il ne s'assit pas. Il s'appuya contre lui, croisant les bras, ses yeux gris fixés sur elle avec une intensité troublante. Il l'étudiait, la cataloguait de la même manière qu'elle imaginait analyser un bilan. « Le Lanternon doré », commença-t-il, sa voix calme et mesurée. « L'un des meilleurs restaurants de la ville. Dites-moi, mademoiselle Rossi, en utilisant le modèle des 5 forces de Porter, quel est leur principal avantage concurrentiel ?» La question était si inattendue, si académiquement précise, qu'elle la stupéfia momentanément. Il ne posait pas de questions sur le stylo ou sur la raison pour laquelle elle étudiait. Il la testait. Une vague d'adrénaline, vive et clarifiante, traversa sa peur. C'était une langue qu'elle comprenait. C'était un champ de bataille où elle pourrait avoir une chance. Elle s'éclaircit la gorge. Leur principal avantage est la différenciation, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. Elle est intégrée dans chaque aspect de leur activité, ce qui crée des barrières à l'entrée élevée, émoussant la menace de nouveaux entrants. Damien haussa un sourcil, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Élaboré sur les 5 forces. Gabriela commença, gagnant en confiance alors qu'elle se plongeait dans le cadre familier. La menace de nouveaux entrants est faible. On ne peut pas simplement ouvrir un endroit comme le Lanternon doré. Cela nécessite un capital immense, un chef de renommée mondiale qui est une marque en soi, un sommelier avec des relations profondes et un emplacement qui a un air de prestige d'antan. La marque est la barrière. Le pouvoir des fournisseurs, l'incita-t-il. Habilement géré, répondit-elle instantanément. Ils s'approvisionnent en ingrédients exclusifs. Du bœuf wagyu à 5 d'une ferme spécifique au Japon. Des truffes d'une seule famille en Italie. Les fournisseurs ont du pouvoir, mais le restaurant l'atténue en faisant de ses fournisseurs une partie de leur propre histoire de marque. Les clients viennent pour ces ingrédients spécifiques. Cela devient une relation symbiotique, pas purement transactionnelle. Le pouvoir des acheteurs est relativement faible pour l'individu, expliqua-t-elle en se penchant légèrement en avant. Leur clientèle n'est pas sensible au prix, elle est sensible à l'expérience. Ils paient pour le statut, l'ambiance, le service impeccable. Il n'y a pas de négociation au Lanternon doré. Le pouvoir que les acheteurs ont est collectif. Si la réputation du restaurant baisse, la clientèle de grande valeur migrera ailleurs en groupe. La menace des produits de substitution, le regard d'eux. Damien restait impassible. Élevé en théorie, faible en pratique, dit Gabriela. Le substitut pour un steak à 100 € est un steak à 10 € ou mangé à la maison. Mais les gens ne vont pas là-bas juste pour la nourriture. Ils y vont pour conclure des affaires, pour des anniversaires, pour la performance du luxe. Le vrai substitut n'est pas un autre restaurant. C'est un yacht privé, un week-end à Paris, ou une loge à l'opéra. Ils sont en concurrence pour une part du portefeuille de l'expérience de luxe, pas seulement du portefeuille des sorties au restaurant. Et enfin, la rivalité concurrentielle. Féroce mais segmentée, conclut-elle. Ils sont en concurrence avec peut-être 3 autres restaurants à Aiglemont. Ils ne sont pas en concurrence avec le bistrot du coin de la rue. C'est une oligarchie de l'excellence. Ils surveillent les menus les uns des autres, débauchent le personnel les uns des autres, mais leur objectif principal est de maintenir leur propre mythe, pas seulement de se faire une concurrence acharnée sur les prix. Quand elle eut fini, le silence revint. Damien Blackwood la fixa pendant un long moment. Elle venait de décortiquer son travail exténuant et mal payé en un cadre académique froid pour un homme qui possédait probablement l'entreprise qui fournissait le linge de table du restaurant. L'absurdité de la situation ne lui échappait pas. Il se décolla enfin du bureau et contourna sa chaise pour s'asseoir. Il prit le stylo en obsidienne sur son bureau, celui du restaurant. « Vous n'avez pas seulement lu le livre, mademoiselle Rossi, dit-il, son ton passant d'interrogateur à analyste. Vous l'appliquez. Vous voyez le monde à travers son prisme. Pourquoi ? C'était une question simple, mais elle allait au cœur de tout. Gabriela pensa à son père. Son visage strié de poussière, debout dans la coquille vide de son magasin. Parce que ma famille possédait une entreprise,
dit-elle, sa voix calme mais ferme. Et nous l'avons perdu. Nous travaillions dur. Nous étions honnêtes. Nous avions un bon produit. Mais nous ne comprenions pas les règles du jeu auquel nous jouions. J'apprends les règles. Damian hocha lentement la tête, un geste profond et réfléchi. Le monde n'est pas un cours magistral universitaire, mademoiselle Rossi. Un manuel peut vous donner une carte, mais il ne peut pas vous apprendre à naviguer sur le terrain quand le paysage change du jour au lendemain. Je sais, dit-elle. C'est pourquoi j'ai besoin d'expérience. L'audace de ses propres mots l'a surpris. Elle était là, une serveuse, demandant implicitement un emploi à l'un des hommes les plus puissants du pays. Damian se pencha en arrière dans son fauteuil, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. La plupart des gens qui veulent un emploi ici envoient un CV. Ils ont un MBA de Harvard ou de Stanford. Ils ont une décennie d'expérience dans un cabinet de conseil. Vous me servez du café et analysez mon lieu de dîner. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, rétorqua Gabriela, son courage montant en flèche. La plupart des gens avec ces CV ont appris la carte. J'ai déjà fait l'expérience de ce que c'est que d'être perdu sur le terrain. Je pense que cela me donne une autre sorte de faim. Le sourire disparut, remplacé par ce même regard froid et calculateur. La faim est une bonne chose, mais elle peut aussi vous rendre imprudente. J'ai une situation, un enfant à problème dans mon portefeuille. Une entreprise appelée Café Héritage. C'est une entreprise de café que mon père a acquise il y a 30 ans. Elle a une fidélité de marque auprès d'une population vieillissante, mais elle perd de l'argent. Elle est écrasée par les cafés de la troisième vague et les start-up branchés financés par du capital risque. Il désigna un épais classeur sur le bord de son bureau. Les consultants de l'Ivy League que j'ai payés à 7 chiffres pour l'analyser m'ont donné un rapport de 200 pages. Leurs recommandations, liquider les actifs, vendre le nom de la marque à un concurrent et le passer en perte fiscale. C'est la solution logique, sensée, celle du manuel. Il marqua une pause, ses yeux se fixant sur les siens. Je ne suis pas intéressé par la solution sensée. Je vous offre un stage, mademoiselle Rossi, un stage rémunéré de 3 mois. Votre projet sera Café Héritage. Vous aurez accès à toutes les données. Vous rendrez compte directement à ma directrice des opérations, Sylvie Dubois. À la fin des 3 mois, vous me présenterez votre propre recommandation. Mais soyons clairs. Ce n'est pas un exercice scolaire. Les gens qui y travaillent, leurs emplois sont en jeu, tout comme cette opportunité. Vous n'avez qu'une seule chance. L'esprit de Gabriela tournait à plein régime. Un stage ici. C'était plus que tout ce qu'elle aurait pu rêver. C'était une bouée de sauvetage lancée du ciel. J'accepte, dit-elle sans une seconde d'hésitation. Bien, dit Damian en se levant, la réunion étant clairement terminée. Mon assistante s'occupera de vos formalités administratives. Vous commencerez demain. Une dernière chose, mademoiselle Rossi. Monsieur. Ma directrice des opérations, madame Dubois, dit-il, son expression illisible. Elle est diplômée summa cum laude de Yale. Elle n'apprécie pas les anomalies. Bienvenue chez Blackwood Industries. Alors que Gabriela était escortée hors du bureau, les portes doubles se refermant derrière elle, une femme qui attendait dans la zone de réception se leva. Elle avait la fin de la quarantaine, impeccablement vêtue d'un tailleur de créateur, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère et élégant. Son sourire était mince et froid. « Mademoiselle Rossi, je présume, » dit-elle, sa voix comme du vin glacé. « Je suis Sylvie Dubois. J'ai été informée de votre embauche inhabituelle. J'ai hâte de voir ce qu'une serveuse peut nous apprendre sur les affaires. Mon assistante vous montrera votre espace de travail. C'est au sous-sol, avec les archives. Vous devrez comprendre l'histoire de l'entreprise que vous essayez de sauver, après tout. » La condescendance dans sa voix était un avertissement clair et non dissimulé. Gabriela n'avait pas seulement reçu une opportunité. Elle avait été jetée dans la fosse aux lions, et l'alpha montrait déjà les dents. L'espace de travail que Sylvie Dubois avait assigné à Gabriela était moins un bureau qu'un tombeau oublié. Situé au 2e sous-sol de la tour Blackwood, la salle des archives de Café Héritage était un espace exigu et sans fenêtre, dominé par d'imposants classeurs gris. L'air était sec et sentait le papier vieilli et la poussière. Un petit bureau en métal avec un ordinateur datant de 10 ans avait été coincé dans un coin. Une lumière fluorescente au-dessus bourdonnait et vacillait, projetant une lumière pâle et maladive sur tout. C'était un acte calculé de guerre psychologique, conçu pour l'isoler et la démoraliser. Pendant les 2 premiers jours, Gabriela eut l'impression de se noyer. Le volume d'informations était stupéfiant. Des décennies de rapports financiers, de campagnes marketing, de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de données de vente étaient entassés dans des milliers de dossiers en manille.
Les fichiers numériques n'étaient pas mieux. Un désordre chaotique de feuilles de calcul mal étiquetées et de présentations PowerPoint obsolètes. Sylvie ne fournit aucune directive, aucune présentation à l'équipe, aucune feuille de route. Elle se contenta de faire déposer un disque dur sur le bureau de Gabriella par un jeune analyste avec un laconique. Tout ce dont vous avez besoin devrait être là-dedans. Madame Dubois attend un rapport d'avancement pour vendredi. Les autres employés que Gabriella croisait la traitaient comme un fantôme. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs lorsqu'elle se rendait à la triste et minuscule salle de pause de son étage. Il savait qui elle était. La serveuse, le projet personnel de Damian. Il ne la voyait pas comme une collègue, mais comme une curiosité bizarre, une intruse qui n'avait pas payé son dû. L'hostilité, masquée par une indifférence polie et professionnelle, était suffocante. Ils évitaient son regard dans l'ascenseur. Il mettait fin brusquement à leur conversation lorsqu'elle approchait. C'était l'influence de Sylvie. Elle savait que la directrice des opérations l'avait marquée comme une étrangère, et la meute suivait son exemple. Gabriella s'accorda une soirée de désespoir. Elle rentra dans son minuscule appartement, mangea un bol de céréales pour le dîner et fixa le plafond, le poids de la tâche impossible l'écrasant. Il voulait qu'elle échoue. Il mettait tous les obstacles sur son chemin. Elle était une serveuse jouant à la PDG dans un aquarium de requins d'entreprise. Puis la colère est venue. C'était une combustion lente, la même colère qu'elle avait ressentie en voyant l'esprit de son père se briser. Elle pensa au défi de Damian Blackwood. Il ne lui avait pas promis que ce serait facile. Il lui avait offert une chance. Se morfondre dans le sous-sol poussiéreux n'était pas la façon dont elle allait la saisir. Le lendemain matin, elle arriva à la tour à 6 heures, 1 heure avant tout le monde. Elle apporta une cafetière pour son coin poussiéreux et un grand tableau blanc qu'elle avait acheté avec son propre argent. S'ils allaient l'enterrer sous les données, elle allait les excaver. Elle abandonna les fichiers numériques désorganisés et plongea dans les archives papier. Elle ne regardait pas seulement les chiffres, elle cherchait l'histoire. Elle lut des briefs marketing des années 1970, lorsque Café Héritage était le café de prédilection des familles à travers le pays. Leur slogan était « Le café du dimanche matin ». L'image de marque était chaleureuse, nostalgique, centrée sur la famille et la tradition. Elle trouva des photos de l'usine de torréfaction d'origine, un bâtiment en briques avec des ouvriers fiers et souriants. Elle traça ensuite son déclin. Dans les années 90, l'entreprise avait tenté de rivaliser avec la montée des chaînes de café internationales, changeant son logo, lançant une ligne désastreuse de café à teneur extrême en caféine et aliénant ses clients principaux. Puis vint le mouvement du café de la troisième vague dans les années 2000, avec son accent sur les grains d'origine unique, la torréfaction artisanale et une esthétique minimaliste et branchée. Café Héritage fut laissé pour compte, une relique perçue comme bon marché, démodée et déconnectée. Le rapport des consultants, qu'elle lut de bout en bout, le confirmait. C'était un document lisse, riche en données, qui recommandait de fermer la marque. Il était rempli de graphiques, de diagrammes et de mots à la mode. Mais Gabriella réalisa qu'il y manquait une chose cruciale, une âme. Les consultants avaient analysé l'entreprise d'une vue à 10 000 mètres. Elle soupçonnait qu'ils n'avaient jamais réellement goûté le café ni parlé à un seul client. C'est là qu'elle serait différente. Le jeudi, elle prit un train pour un trajet de 2 heures en dehors d'Aiglemont, jusqu'à la ville de Chennai, où se trouvait l'usine de torréfaction originale et unique restante de Café Héritage. La ville elle-même semblait aussi usée que la marque qui la rendait célèbre. L'usine n'était que l'ombre d'elle-même, fonctionnant avec une équipe réduite. Elle n'annonça pas sa visite. Elle entra, vêtue d'un jean et d'un simple pull, son badge d'entreprise caché dans son sac. Elle dit au chef d'atelier, un homme d'une 60aine d'années à l'air las nommé Georges, qu'elle était une étudiante en commerce écrivant un article sur les marques américaines historiques. Au début, Georges était méfiant, mais la curiosité sincère de Gabriella et sa capacité d'écoute, une compétence affinée par des années de service à table, le conquirent lentement. Il lui montra les anciens torréfacteurs, de magnifiques machines en fonte qui étaient maintenant pour la plupart dormantes. Il la présenta à des employés qui travaillaient là depuis 30, voire 40 ans. Ils lui racontèrent des histoires. Ils parlèrent du mélange héritage, une combinaison spécifique de grains et un processus de torréfaction lente unique que leur père avait perfectionné. Ils se plaignirent que le siège social, c'est-à-dire Blackwood Industries, les avait forcés à réduire les coûts au fil des ans, à utiliser des grains moins chers, à accélérer la torréfaction, ce qui avait nui à la qualité. « Cet endroit n'est pas juste une usine, mademoiselle », lui dit Georges, la voix chargée d'émotion. Pour cette ville, c'était tout. Les gens ont bâti leur vie, leur famille, sur la promesse d'une bonne et honnête tasse de café. Gabriella passa toute la journée là-bas. Elle apprit le processus de torréfaction. Elle sentit les grains verts et elle goûta le café.
Le café standard était médiocre, exactement comme le percevait le marché. Mais ensuite, Georges lui prépara une petite tasse en utilisant le mélange de grains original et l'ancienne méthode de torréfaction lente. La différence était stupéfiante. Il était riche, onctueux et complexe, avec des notes de chocolat et d'amandes grillées. Il avait le goût de la maison. Il avait le goût du dimanche matin. Alors qu'elle partait, un jeune analyste du bureau de l'usine l'approcha discrètement sur le parking. Il s'appelait Benoît, un jeune du coin aux yeux vifs et à l'énergie nerveuse. « Vous n'êtes pas une étudiante, n'est-ce pas » demanda-t-il à voix basse. « Vous venez du siège. J'ai vu votre photo dans l'annuaire interne. » Le cœur de Gabriela se serra. « J'essaie juste de comprendre l'entreprise. »« Ils vont nous fermer, n'est-ce pas » demanda Benoît, le visage pâle. « Les consultants sont venus le mois dernier. Ils nous ont traités comme si nous étions déjà morts. »« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Gabriela. « C'est ce que je suis ici pour découvrir. »« Écoutez, » dit Benoît en jetant un regard nerveux autour de lui. « Les données qu'ils vous ont données, les données des consultants, elles sont incomplètes. Ils n'ont regardé que les chiffres des ventes nationales, qui sont terribles. Mais ils ont ignoré les ventes en ligne directes aux consommateurs. C'est un petit programme que nous avons lancé il y a quelques années, principalement pour les anciens clients qui ont déménagé. Le siège ne nous a jamais donné un vrai budget pour ça. Mais les clients là-dessus, ils sont incroyablement fidèles. Le taux de réachat est de plus de 80%. Ils n'achètent pas seulement du café, ils rachètent un morceau de leur mémoire. » Il griffonna une adresse email sur un bout de papier. « J'ai les vraies données, les retours clients, les ventilations des ventes. Ils ne vous les donneront pas parce que ça ne correspond pas à leur récit selon lequel cet endroit ne vaut rien. Mais ce n'est pas le cas. Il est juste perdu. » En rentrant à Aiglemont ce soir-là, le goût de cette tasse de café parfaite encore sur la langue, Gabriela ressentit une puissante clarté. Les consultants, Sylvie, tous se trompaient. Ils voyaient une marque mourante. Elle voyait un géant endormi. Ils voyaient des passifs et des actifs qui se dépréciaient. Elle voyait une histoire, un héritage et un noyau de clients fidèles pour lesquels n'importe quelle start-up tuerait. Ils l'avaient mise dans la fosse aux lions, s'attendant à ce qu'elle soit dévorée. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient oublié que parfois, les lions ne sont pas dans la salle du conseil. Parfois, ils sont dans les usines oubliées et dans le cœur des gens qui refusent de laisser mourir un héritage. Et elle était sur le point de leur donner une voix. Le rapport d'avancement de Gabriela, soumis ce vendredi-là, fut une bombe à retardement silencieuse. Il était dépourvu du jargon d'entreprise que Sylvie Dubois affectionnait. C'était plutôt une note de synthèse concise de 2 pages. La première page décrivait la dure réalité du déclin financier de l'entreprise, reconnaissant la validité des données globales. La deuxième page, cependant, était intitulée « Actifs inexploités » et se concentrait entièrement sur ce qu'elle avait découvert à Chennai. Elle y parlait de la valeur de marque latente du dimanche matin, de la qualité supérieure du mélange original, et en utilisant les données que Benoît lui avait secrètement envoyées par email, du taux de rétention étonnamment élevé de la petite activité de vente directe aux consommateurs. Elle concluait en affirmant que la liquidation était une option prématurée et destructrice, proposant à la place une stratégie de revitalisation axée sur l'héritage. Elle s'attendait à une réprimande, un email condescendant de Sylvie lui disant de s'en tenir au rapport officiel des consultants. Au lieu de cela, elle n'eut que le silence. Pendant une semaine entière, elle n'entendit rien du bureau de la directrice des opérations. C'était un calme troublant, le genre qui précède une tempête. L'atmosphère dans la tour, cependant, changea. Les chuchotements devinrent plus forts, plus pointus. Des rumeurs commencèrent à circuler, insidieuses et venimeuses. Elle était la maîtresse de Damien Blackwood. Elle était une taupe envoyée pour espionner l'équipe de direction. Le projet Café Héritage n'était qu'un prétexte, une couverture pour son véritable objectif. Les histoires étaient conçues pour la délégitimer complètement, pour la dépeindre comme une opportuniste intrigante plutôt que comme une analyste travailleuse. Ses collègues, qui avaient été simplement froids auparavant, étaient maintenant ouvertement hostiles. Les dossiers qu'elle demandait à d'autres départements arrivaient en retard, corrompus ou étaient accidentellement supprimés. Les invitations à des réunions pertinentes pour son projet étaient commodément perdues. Elle était systématiquement coupée du monde, isolée au sein de la machine d'entreprise. C'était l'œuvre de Sylvie. Gabriela savait que la directrice des opérations était trop intelligente pour s'engager dans un conflit ouvert. Son arme était l'écosystème de l'entreprise lui-même, et elle retournait ses anticorps contre la présence étrangère de la serveuse. Un après-midi, Gabriela était au sous-sol, essayant de reconstituer des factures de fournisseurs fragmentés, lorsque Benoît, le jeune analyste de l'usine, l'appela sur son portable personnel.
Je pense que tu dois faire attention, dit-il, la voix tendue et basse. J'ai reçu un appel de quelqu'un des achats au siège aujourd'hui, un type nommé Fournier. Il posait des questions sur nos fournisseurs de grains, en particulier sur ceux que nous utilisons pour le mélange héritage original. Il posait des questions sur les prix, les termes des contrats, des choses qui dépassent largement ses attributions. Pourquoi est-ce étrange ? Demanda Gabriela. Parce qu'il a dit qu'il travaillait sur une analyse de réduction des coûts pour Madame Dubois, expliqua Benoît. Mais les questions qu'il posait, on aurait dit plutôt qu'il essayait de savoir comment résilier les contrats, ou pire, comment trouver des grains moins chers et de qualité inférieure et les faire passer pour l'original. S'ils font ça, ils détruiront la seule bonne chose qui nous reste. Un frisson glacial parcourut l'échine de Gabriela. C'était du sabotage. Sylvie n'essayait pas seulement de la faire échouer. Elle travaillait activement à vider Café Héritage de sa substance, s'assurant qu'au moment où les 3 mois de Gabriela seraient écoulés, il ne resterait plus rien à sauver. C'était une prophétie autoréalisatrice. Sylvie prouverait que la marque ne valait rien en la rendant secrètement sans valeur elle-même. Gabriela savait qu'elle ne pouvait pas aller voir Damien Blackwood. Le faire serait admettre sa défaite, prouver qu'elle ne pouvait pas gérer le terrain dont il avait parlé. On aurait dit qu'elle courait se plaindre à l'instituteur d'un tyran. Elle devait se battre seule. Elle avait un avantage. Personne ne la prenait au sérieux. Il voyait une serveuse dans un sous-sol poussiéreux. Il ne voyait pas la femme capable de gérer 6 tables exigeantes à la fois, de se souvenir d'une douzaine de commandes complexes et de repérer l'insatisfaction subtile d'un client de l'autre côté d'une salle bondée. Toute sa vie avait consisté à observer les gens, à comprendre leurs intentions tacites. Elle se mit à travailler différemment. Elle cessa de demander des dossiers par les voies officielles. Au lieu de cela, elle utilisa son anonymat à son avantage. Elle engagea la conversation avec les agents d'entretien, avec les assistants administratifs, avec les informaticiens de la salle des serveurs. Elle leur apportait du café, le bon, celui qu'elle avait ramené de Chennai, et elle écoutait leurs plaintes, leurs ragots. Elle apprit les structures de pouvoir informel du bâtiment, les réseaux d'information qui existaient en dehors de l'organigramme officiel. D'un assistant mécontent du service juridique, elle apprit que Sylvie Dubois avait récemment demandé un examen des clauses de résiliation des contrats des fournisseurs de Café Héritage. D'un technicien informatique, elle apprit que les journaux d'accès montraient que quelqu'un du bureau de Sylvie avait accédé et téléchargé à plusieurs reprises la base de données clients de Café Héritage, Admittedly Petite, du site de vente directe. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Sylvie ne prévoyait pas seulement de tuer l'entreprise. Elle prévoyait de brûler la terre derrière elle. En résiliant les contrats pour les grains de haute qualité, elle détruirait le produit. Et avec la liste des clients, Gabriela soupçonnait qu'elle pourrait prévoir de vendre cette liste à l'un des concurrents de Café Héritage, un dernier acte cynique pour extraire jusqu'à la dernière goutte de valeur de la marque mourante avant de la passer par perte et profit. C'était brutal, efficace et parfaitement indéniable. Pendant ce temps, Damien Blackwood restait un observateur distant et silencieux. Il ne lui rendit jamais visite au sous-sol. Il ne répondit jamais à sa note de service. Son silence était son propre genre de test. Observait-il pour voir si elle coulerait ou nagerait? Ou avait-il simplement oublié son projet personnel, la laissant se faire dévorer par la machinerie d'entreprise qu'il commandait? Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Son seul allié était Benoît. Ils communiquaient via des applications de messagerie cryptée et des emails privés, formant une petite insurrection à deux. Il lui fournissait des données en temps réel de l'usine, tandis qu'elle lui donnait des aperçus des manœuvres politiques au siège. Ensemble, ils commencèrent à monter un dossier. Gabriela travaillait sans relâche, dormant souvent quelques heures sur un petit lit de camp qu'elle cachait derrière un classeur. Son projet n'était plus seulement de sauver une entreprise. Il s'agissait d'exposer une pourriture au cœur de Blackwood Industries. Elle documenta méticuleusement chaque cas d'obstruction et chaque élément de preuve des machinations de Sylvie. Elle compila un dossier séparé, un dossier secret qui détaillait la campagne de sabotage de la directrice des opérations. Un soir, travaillant tard, elle examinait les analyses du back-end du site de vente directe. Elle remarqua quelque chose d'étrange. Une nouvelle campagne marketing avait été lancée une semaine auparavant, une qu'elle n'avait pas autorisée. C'était une campagne publicitaire ciblée sur les réseaux sociaux, offrant une remise massive de 50% sur tous les produits Café Héritage. C'était une campagne grossière, à l'allure désespérée, complètement en décalage avec l'héritage de la marque, mais elle fonctionnait. Les ventes avaient triplé la semaine dernière. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait semblé un succès, une initiative brillante. Mais Gabriela vit le piège. Une remise de 50% sur un produit aux marges déjà minces signifiait qu'il perdait maintenant une somme d'argent considérable sur chaque sac de café vendu. La campagne faisait grimper les ventes, mais elle faisait chuter les bénéfices,
accélérant la spirale mortelle financière de l'entreprise. Elle était conçue pour la faire paraître incompétente, comme si elle, la chef de projet, avait approuvé une promotion désastreusement non rentable. Et la réunion du conseil d'administration, où elle devait présenter sa recommandation finale, n'était que dans 10 jours. Sylvie n'essayait pas seulement de la faire échouer. Elle construisait un dossier public pour cela, créant une piste de données de perte qui ferait passer la stratégie de revitalisation de Gabriela pour une fantaisie complète. Le piège était tendu, et Gabriela marchait droit dedans. La découverte de la campagne de réduction toxique mit le feu aux poudres pour Gabriela. Le compte à rebours de 10 jours avant la réunion du conseil d'administration ressemblait à une bombe à retardement. Chaque vente réalisée avec la réduction de 50% était un clou de plus dans le cercueil de café héritage, une munition de plus pour Sylvie. Gabriela ordonna immédiatement l'arrêt de la campagne, mais le mal était fait. Les finances des 2 dernières semaines étaient un bain de sang d'encre rouge. Elle devait changer toute sa stratégie. Son plan initial avait été une présentation optimiste et tournée vers l'avenir, sur la renaissance de la marque et le potentiel inexploité. Maintenant, elle devait pratiquer une autopsie d'entreprise alors que le patient était encore sur la table. Elle devait prouver que l'entreprise ne mourait pas de cause naturelle, mais qu'elle était délibérément empoisonnée. Ces journées devinrent un tourbillon d'activités frénétiques, alimenté par du café bon marché et une volonté de faire. Son coin au sous-sol se transforma en salle de guerre. Le tableau blanc était couvert d'un réseau complexe de noms, de dates et de flèches reliant Sylvie Dubois aux demandes d'informations sur les achats, à la corruption accidentelle de données et à la campagne marketing désastreuse. Avec l'aide de Benoît, elle traça les miettes de pain numérique de la création de la campagne. Elle avait été autorisée en utilisant un identifiant générique du service marketing, mais l'adresse IP de l'ordinateur qui avait soumis l'approbation finale remontait à l'étage de la direction, plus précisément à un terminal principalement utilisé par l'assistante personnelle de Sylvie Dubois. C'était circonstanciel, mais c'était un lien puissant. La nuit précédant la réunion du conseil, le sous-sol était silencieux, à l'exception du bourdonnement de l'ordinateur et du grattement frénétique du stylo de Gabriela. Benoît était venu en ville, apportant une boîte de pizza et une cafetière fraîche du mélange héritage original. Ils fonctionnaient tous les deux sur les nerfs, leurs visages pâles sous les lumières fluorescentes vacillantes. « Ce n'est pas assez », dit Gabriela en regardant le tableau blanc, la voix rauque d'épuisement. « Nous avons des preuves solides de sabotage, mais tout est circonstanciel. Sylvie est une maîtresse de la dénégation. Elle dira que son assistante a fait une erreur. Elle dira que la demande d'informations sur les achats n'était qu'une diligence raisonnable. Elle le tordra pour me faire passer pour une stagiaire paranoïaque et théoricienne du complot qui est dépassée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Benoît, son optimisme juvénile commençant enfin à s'effriter. On présente ce qu'on a. On dit la vérité. Elle n'est pas intéressée par la vérité, rétorqua Gabriela en se frottant les tempes. Elle est intéressée par un récit. En ce moment, son récit selon lequel Café Héritage est un gouffre financier sans valeur est soutenu par le dernier rapport de vente. Mon récit est soutenu par une bonne tasse de café et une intuition de sabotage. Elle s'effondra sur une chaise, le poids des 3 derniers mois pesant sur elle. Elle était venue de si loin, avait travaillé si dur, pour être déjouée au dernier tournant. Elle pensa au visage plein d'espoir des ouvriers de l'usine de Chesnay, à Georges et à sa fierté pour le mélange original. Elle pensa à son père et au sentiment écrasant de voir mourir quelque chose que l'on aime parce qu'on ne pouvait pas se battre de la bonne manière. Puis ses yeux se posèrent sur la pile de vieux documents marketing des années 70 et 80 qu'elle avait épinglés sur un tableau de liège. Les familles souriantes, les dimanches matins douillets, le slogan simple et puissant « Café Héritage, votre café du dimanche matin ». Une idée jaillit dans son esprit, faible au début, puis de plus en plus brillante. C'était audacieux, non conventionnel, et probablement un suicide professionnel. Mais c'était le seul coup qui lui restait. L'erreur de Sylvie, dit Gabriela, sa voix soudainement électrique d'une énergie renouvelée, c'est qu'elle pense que le combat se déroule ici, dans les chiffres, dans les feuilles de calcul. C'est une créature de la salle du conseil. Elle a oublié qu'une entreprise n'est pas seulement un ensemble d'actifs. C'est un ensemble de personnes, de clients. « À quoi tu penses ?» demanda Benoît en se penchant en avant. « Je ne vais pas la combattre sur son terrain, » déclara Gabriela, une lueur déterminée dans ses yeux fatigués. « Je vais changer le champ de bataille. » Pendant les 6 heures suivantes, ils travaillèrent avec une intensité fébrile. Gabriela abandonna toute sa présentation. Les diapositives méticuleuses détaillant le sabotage de Sylvie furent reléguées dans un dossier de sauvegarde. Les modèles financiers complexes furent simplifiés. Benoît et elle épluchèrent la liste des clients de la vente directe, non pas pour les données de vente, mais pour les noms. Ils les croisèrent avec les réseaux sociaux,
à la recherche des clients les plus virulents, les plus fidèles. Ils en trouvèrent des dizaines. Une femme âgée en Floride qui avait écrit un article de blog sur la façon dont l'odeur de café héritage lui rappelait son défunt mari. Un jeune soldat en poste à l'étranger dont les parents lui envoyaient un sac chaque mois parce que c'était la seule chose qui avait le goût de la maison. Une famille de 3e génération en Ohio qui préparait encore une cafetière du mélange héritage chaque dimanche pour leur petit déjeuner familial. Gabriella passa 2 heures au téléphone. En utilisant le compte de l'entreprise, elle envoya par courrier express un petit colis spécial à 3 de ses clients, accompagné d'une lettre manuscrite personnelle. C'était un pari incroyablement risqué, une tentative désespérée. Ensuite, Benoît et elle commencèrent à monter une vidéo. Ils compilèrent des images de sa première visite à l'usine. Les ouvriers fiers, les vieux torréfacteurs étincelants, Georges expliquant l'art de la torréfaction lente. Ils l'entrecoupèrent avec les anciennes publicités télévisées nostalgiques de l'âge d'or de la marque. Ils ne finirent que lorsque le soleil commençait à jeter une faible lueur grise sur la ville. Gabriella créa une nouvelle présentation. Elle était plus courte, plus simple et profondément différente de celle qu'elle avait prévue. C'était moins un plan d'affaires qu'une histoire. Alors qu'elle préparait son sac, les mains tremblant légèrement à cause de la caféine et du manque de sommeil, elle regarda les 2 versions de sa présentation enregistrées sur son ordinateur portable. La première était une accusation, un dossier détaillé contre Sylvie Dubois. La seconde était un appel, une défense passionnée d'un héritage. Elle savait que présenter la première serait un acte de guerre contre la directrice des opérations. Présenter la seconde était un acte de foi en l'âme de l'entreprise et en la capacité de Damien Blackwood à la reconnaître. Elle prit une profonde inspiration. Le choix était clair. Elle n'était pas seulement là pour gagner un combat. Elle était là pour sauver une entreprise. Alors qu'elle montait dans l'ascenseur du sous-sol silencieux vers le dernier étage, quittant la fosse aux lions pour l'épreuve de force finale, elle savait qu'elle était aussi prête qu'elle le serait jamais. Elle n'était pas armée de feuilles de calcul et d'accusations. Elle était armée d'une histoire, et elle espérait que ce serait suffisant. La salle du conseil de Blackwood Industries était un temple du pouvoir des entreprises. Et en entrant, Gabriella sentit le poids palpable du scepticisme des visages sévères autour de la table en acajou. À sa tête siégeait Damien Blackwood, son expression illisible. À sa droite, Sylvie Dubois offrit un sourire qui n'était que pure condescendance. Gabriella commença, la voix stable. Les chiffres suggèrent que Café Héritage devrait être liquidé, reconnut-elle. Mais les chiffres racontent une histoire trompeuse. Au lieu d'une diapositive remplie de graphiques, l'écran derrière elle s'anima d'un montage de l'histoire de l'entreprise. Des familles souriantes de vieilles publicités, les visages fiers des ouvriers de l'usine de Chennai, le processus lent et magnifique de la torréfaction du café. Son plan n'était pas un rebranding complexe. C'était un retour à l'authenticité. Relancer le mélange héritage original via un modèle de vente directe aux consommateurs, en se concentrant sur le noyau incroyablement fidèle de la marque. Elle aborda les récentes pertes financières comme le résultat direct d'une campagne de réduction profondément non rentable, lancée sans surveillance appropriée. Elle ne prononça jamais le nom de Sylvie, mais l'implication était claire. C'est un cirque émotionnel et manipulateur, intervint Sylvie, la voix dégoulinante de mépris. Ce conseil traite de données concrètes, pas d'histoire nostalgique. La marque est morte. Mesdames et messieurs, la voix de Damien coupa court. Nous avons quelques invités. L'écran changea, affichant 3 fenêtres vidéo. Une femme âgée, un jeune soldat et une famille dans leur cuisine, les clients fidèles que Gabriella avait contactés. Pendant 10 minutes, ils parlèrent non pas de prix, mais de mémoire, de foyer et de tradition. Ils transformèrent Café Héritage d'une ligne sur un bilan en un héritage. La salle du conseil était silencieuse. Les membres du conseil étaient visiblement émus. Sylvie, voyant le vent tourner, balbutia « Cela ne prouve rien. J'exige un vote sur la liquidation. » Il y a un dernier élément de données, dit Damien, sa voix dangereusement calme. Il fit glisser un dossier sur la table. Un journal de sécurité informatique retraçant le lancement de cette campagne non rentable directement depuis un terminal de votre bureau, Sylvie. Et un second document, une offre sollicitée par vous pour vendre la liste des clients à un concurrent. Le visage de Sylvie devint blanc. L'assurance et l'arrogance disparurent, remplacées par la terreur pure d'être prise sur le fait. « Vous êtes renvoyé », déclara Damien, ces mots comme des éclats de glace. « La sécurité vous escortera à la sortie. » Après qu'une Sylvie stupéfaite eut été conduite hors de la pièce, Damien se tourna vers Gabriella. « Le Conseil approuve votre plan de revitalisation, Mademoiselle Rossi. Il a également voté pour vous nommer nouvelle PDG de Café Héritage. » Plus tard, Gabriella se tenait dans son nouveau bureau, l'ancien de Sylvie, regardant la ville en contrebas. Damien se tenait à côté d'elle.
Je savais ce qu'elle faisait, admit-il. Mais c'était un test. Un test? Le manuel ne peut pas vous apprendre à survivre à un requin, dit-il, une lueur de respect dans ses yeux. Vous deviez prouver que vous pouviez le faire par vous-même. Vous avez mérité cela. Gabriella regarda la ville tentaculaire. Elle n'était plus une étrangère, mais une joueuse dans le jeu. Son voyage ne faisait que commencer. Elle se retourna vers la baie vitrée, son reflet superposé à la myriade de lumière de la ville. Le visage qui la regardait était toujours le sien, mais transformé. Les cernes de fatigue étaient encore là, souvenir des nuits blanches passées à se battre dans l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle lueur, non pas d'ambition brute, mais d'une autorité durement acquise. Le chemin parcouru depuis le sol collant de vin du lanternon doré jusqu'à ce sommet de verre et d'acier semblait à la fois une éternité et un instant. Elle repensa à la femme à genoux, luttant avec des théories dans un manuel, rêvant d'un langage qu'elle ne parlait pas encore. Aujourd'hui, elle ne se contentait pas de le parler. Elle allait l'utiliser pour réécrire l'avenir d'une entreprise, pour sauver l'héritage de personnes comme Georges et Benoît, et pour honorer la mémoire de son père en réussissant là où il avait été contraint d'échouer. Damian la laissa seule avec ses pensées, le silence du bureau étant un puissant contrepoint au tumulte de sa vie passée. Il n'était plus un espace intimidant, mais une toile vierge. Elle s'approcha du grand bureau en acajou, passa ses doigts sur le bois lisse et froid. C'était le bureau de Sylvie. C'était maintenant le sien. Elle prit une profonde inspiration, l'air semblant différent ici, au sommet du monde. Ce n'était pas une fin, réalisa-t-elle. Ce n'était même pas un commencement. C'était la continuation d'un combat qu'elle menait depuis longtemps. Mais pour la première fois, elle n'était pas armée seulement d'un livre d'occasion et d'une détermination acharnée. Elle était armée de pouvoir. Et en regardant le réseau de rues en contrebas, un vaste circuit de possibilités, Gabriella Rossi, PDG, se mit au travail.